Bien, bonjour tout le monde. Je suis Cyril Toublanc, je suis enseignant-chercheur à ONIRIS et j'effectue ma recherche au GEPEA. GEPEA qui est une unité ligérienne qui rassemble des enseignants-chercheurs spécialisés dans le génie des procédés. Et nous, à ONIRIS, on s'intéresse particulièrement à tout ce qui est agroalimentaire, donc en lien avec l'alimentation. Et les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont principalement issus des travaux réalisés par Samuel Souriceau dans le cadre d'une thèse, puis suivi d'un doctorat. Alors, je vais vous présenter des résultats liés à la modélisation fine de l'enceinte, de son fonctionnement, et vous verrez que dans un esprit de prospection, on a étudié différents scénarios. Alors, je vais beaucoup insister sur l'aspect modèle qui a été mis en place. Il nous semblait nécessaire de le faire puisque c'est un modèle qui sera mis à la disposition de la communauté dans un futur proche et donc il convient de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc ce projet il s'inscrit dans le cadre du projet CERPLUS. Donc la problématique ici était d'avoir une approche système qui permette d'avoir une représentation, si vous voulez, du climat dans la serre, mais bien au-delà, puisqu'on remontera également sur des consommations d'énergie, mais d'autres indicateurs que je présenterai par la suite. Donc, je vais vous présenter les outils, les principes de mise en œuvre. Ensuite, nous verrons le cas d'étude qui nous a permis, en quelque sorte, de valider le modèle utilisé. Alors, pour développer ce modèle de base, on s'est appuyé sur un jeu de données fourni par le CTIFL principalement, mais aussi l'expertise du CTIFL, du KT, et l'expertise également sur de l'unité effort pour la croissance de plantes. Une fois qu'on a évalué le système sur le système CTIFL de base, on est venu lui rajouter une brique à ce modèle qui consiste à intégrer tous les organes de commande, la régulation. Pour bien intégrer cela, il a fallu connaître les règles métiers qui ont été décrites par les partenaires du projet, en comprendre les principes, les modéliser et ensuite analyser les résultats. Donc ça, c'est sur la serre de base, avant même d'être dans une étude de prospection. Et donc, on a également fait de l'étude de prospection où on a développé de nouvelles solutions, notamment le froid, le conditionnement d'air local autour de la plante, j'y reviendrai, mais d'autres technologies liées à du traitement d'air, comme ça a pu être indiqué tout à l'heure par les différents partenaires. Et les résultats, ensuite, du modèle sont utiles puisqu'on ressort des profils de consommation qui viennent alimenter d'autres modèles, notamment celui de l'IRENA, pour remonter à des informations de surface de capteurs solaires qu'il faudrait mettre en œuvre ou des systèmes, des volumes de stockage d'eau chaude et d'eau froide. Et enfin, je terminerai par un aspect perspective lié à l'utilisation de ce modèle. Donc, tout d'abord, la mise en œuvre d'un outil de modélisation de serre compatible avec une exploitation prospective. Donc, l'idée de ce modèle, c'est de traiter différentes physiques, puisque l'objectif est de traiter de la production agronomique en premier lieu, mais aussi de pouvoir traiter des bilans matières, que ce soit principalement l'eau. Donc, on verra qu'on a des informations très intéressantes sur le devenir de l'eau dans une serre. Avoir une bonne représentation des systèmes de contrôle et régulation pour derrière définir de nouvelles stratégies, définir des bilans carbone, énergétiques, s'appuyer sur des descriptions d'équipements et évaluer la durabilité du système. Donc, c'était vraiment le cahier des charges qui répondait au projet CERPLUS. Pour ça, il faut développer des modèles liés à la biologie des plantes, la croissance de la plante, des modèles qui prennent en compte les aspects architecturaux d'une serre semi-fermée. Bien sûr, prendre en compte tous les aspects climatiques, c'est-à-dire notamment l'évolution de l'air humide, avec l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit sous forme vapeur ou liquide, dès lors qu'elle vient se condenser sur des parois,
et voir évaluer le risque à ce que cette eau se condense sur la plante. Et bien entendu, être capable de simuler des équipements de production et de distribution d'énergie, tels qu'une centrale de traitement d'air et de stockage que je décrirai par la suite. Donc, pour traiter de tous ces sujets, l'approche de modélisation dite système était tout appropriée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une approche système? C'est une approche numérique, bien entendu, qui permet une décomposition d'un système complexe qui traite de toutes les physiques que je viens d'évoquer en sous-systèmes qui sont interconnectés. Chaque sous-système est lui-même défini, il répond à un objectif, il reçoit des flux d'informations, de flux de matière, et il en ressort. Donc ensuite, il faut être capable de modéliser chacun de ces systèmes, et il faut que l'implémentation soit simple, relativement simple, on va dire, et efficace. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est un jeu d'équations et un jeu d'hypothèses, qu'on veut les plus réalistes possibles, mais qui viennent quand même simplifier notre problématique de simulation. Alors, les outils de modélisation de climat dans une serre, c'est des choses qui sont étudiées depuis un certain nombre d'années. Ça a démarré en 1950 avec des modèles plutôt statiques, et avec les développements informatiques, on est allé sur des modèles dynamiques et qui aujourd'hui deviennent de plus en plus complexes et des facilités d'intégration qui sont également croissantes. Donc c'est un domaine qui est toujours très actif dans le domaine de la recherche, puisque on en a répertorié 150 en 2020 et dont 70 qui ont été développés ces 10 dernières années, notamment un des plus reconnus étant celui de Katzin. Pour la modélisation fine de l'enceinte, on s'est appuyé sur un langage de modélisation qui est appelé Modelica, qui est parfaitement dédié à la modélisation de systèmes complexes, qui est apparu au milieu des années 90, qui est largement exploité dans l'industrie par des équipes de recherche dans des domaines variés tels que l'aéronautique, l'automobile, la robotique, la médecine, l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui est varié, qui s'appuie sur le fait que le langage soit libre, et c'est important, on verra dans la perspective et la valorisation du modèle qui a été développé, eh bien, s'appuie sur une communauté de développement qui est très, très active. Aujourd'hui, il existe des solutions commerciales, alors que ce soit l'environnement de modélisation, mais aussi des librairies qui sont commerciales, mais aussi libres, développées par des chercheurs. Et on peut dire que de ce côté-là, on s'est appuyé, nous aussi, sur des bibliothèques libres pour développer notre travail et pas partir de zéro. Donc, ça permet de traiter toutes sortes d'équations, qu'elles soient discrètes, continues, algébriques, différentielles, ordinaires. Alors, en termes de... Donc, on est parti sur l'outil le langage Modelica, et on est parti sur un modèle, une bibliothèque qui était existante, qui s'appelle Greenhouses, qui a été développée par des chercheurs de l'Université de Liège, notamment Altes Douche, et qui est le modèle finalement qui est utilisé par Caspro. En tout cas, il y a beaucoup de choses communes avec le logiciel commercial que certains d'entre vous connaissent probablement, Caspro, qui reprend les modèles de Ventort et de Deuswart. On s'est appuyé sur d'autres librairies qui sont libres, telles que Building, principalement, mais il en existe d'autres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on peut tout à fait utiliser d'autres librairies spécifiques qui, par exemple, sont plus focalisées sur les aspects photovoltaïques ou bien de contrôle. Alors maintenant, je vais vous parler des principes de mise en œuvre. Alors, ce qui nous a animés pour développer notre modèle, c'est d'avoir quelque chose qui soit générique, j'y reviendrai tout à l'heure, évolutif et modulaire. Alors, en termes de modularité, on est sur du langage orienté objet, donc l'idée c'est d'avoir des briques, développer des briques technologiques et pouvoir les implanter et les faire travailler les unes avec les autres en les assemblant, en les connectant entre elles.
Donc, on est vraiment sur de la programmation orientée objet. On voulait, dans le cadre de ce projet, développer quelque chose qui soit évolutif et ne pas se restreindre au projet CERCLUS, mais d'anticiper un besoin futur lié à l'utilisation d'un tel logiciel et d'une telle librairie. Et enfin, on veut que le modèle il soit le plus générique possible, c'est-à-dire qu'on ait une implémentation qui soit paramétrique. Si on voulait changer, par exemple, des matériaux, il faut que ce soit assez facile à réaliser. Donc, c'est juste des déclarations de propriété de ces matériaux qui se fait de manière assez simple. Donc, concernant la serre, vous avez ici une représentation de la serre en haut à gauche, ici, et puis ce que ça peut donner au niveau du langage de programmation, l'interface graphique qu'on va avoir. Mais ceci est un sous-modèle, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça, par exemple, ça représente le modèle paroi exposé au sud de la serre CTIFL qui est équipé d'un rideau d'ombrage. Vous voyez derrière que ça fait référence à plusieurs sous-modèles. Et par exemple, on a implémenté ici un modèle qui est de multivitrage issu d'une bibliothèque existante. Pour le moment, on l'a paramétré en simple vitrage parce que c'est du simple vitrage qui est équipé sur la serre CTIFL. Mais le paramétrage pour prendre en considération un double vitrage est tout à fait possible et aisé. On est capable de prendre en compte les transferts de chaleur dans ce modèle-ci, de transfert de chaleur et d'humidité entre la paroi et le rideau. Ici, vous avez une représentation du quai d'étude. Donc là, je vais vous présenter à présent le modèle qui a été développé dans le but d'être validé avec des relevés expérimentaux fournis par le CTIFL sur un compartiment de la serre à Carquefou. Donc, le compartiment de serre étudié à Carquefou est d'une surface de 1000 mètres carrés à peu près, et il est typique des serres chauffées dans l'ouest de la France. Alors, il n'est pas parfaitement orienté nord-sud, et par rapport à des serres plutôt industrielles, eh bien, il est de petite dimension. Et il est équipé d'ouvrants qui sont alternés, donc sous le vent et contre le vent. Vous avez ici les dimensions de son compartiment, avec par exemple une coursive à l'est de la serre, du compartiment serre, une coursive au nord et la fameuse paroi au sud équipée d'un rideau d'ombrage. Donc, il a fallu aussi, dans notre cas, rendre compte des pratiques et des équipements qui constituent une serre. Donc là, on est sur une serre où on voit donc nos tomates, palissées. Donc, ce sont des tomates hors sol et avec un effeuillage et donc un indice LAI qui est contrôlé régulièrement par les opérateurs dans la serre. On a un système de chauffage qui est équipé de trois réseaux de tubes différenciés qui peuvent fonctionner à des températures différentes. Le rail 51 au sol, le PE pardon, au bord sur les côtés du substrat et le forecast dans la végétation. On a un système au CTIFL d'enrichissement au CO2 qui est fait par les fumées issues d'une chaudière de combustion. Le système CTIFL n'est pas pourvu de cogénération, mais uniquement d'une chaudière. Et donc, le complément en CO2 est fait par du CO2 liquide qui est acheminé dans des tanks. On a un contrôle, bien entendu, des systèmes d'écran et de rideaux. Un écran d'ombrage pour principalement éviter la surchauffe l'été, en complément l'été aussi du le rideau thermique qui est lui plutôt représente un intérêt plutôt l'hiver pour éviter les déperditions vers l'extérieur.
Donc, on a récupéré un certain nombre d'informations auprès du CTIFL grâce à une instrumentation à l'intérieur et à l'extérieur du système, et on a eu accès à un certain nombre de paramètres avec l'ordinateur climatique. À noter que la serre CTIFL n'est pas munie d'un éclairage artificiel, et une autre particularité, c'est qu'il était équipé de 4 brasseurs d'heure dans tout le volume. Voilà une représentation graphique du système serre, donc la serre dans son ensemble. On voit ici des petits rectangles qui sont numérotés. Chacun correspond à un sous-modèle. Et puis ce modèle, il est alimenté par des entrées. Demain, tu seras au bout du fil? Donc les entrées du modèle sont bien entendu un fichier météo. Ici, on est parti sur un fichier météo qui est de 2015, puisqu'on s'est intéressé à une campagne qui a eu lieu en 2014, 14-2015. On est parti avec un fichier météo qui correspondait à des enregistrements, mais dans un but prospectif, on peut tout à fait utiliser des fichiers météo issus de la littérature, de bases de données, ou bien faire du prospectif avec du réchauffement climatique, comme l'évoquait tout à l'heure Paul Byrne. Dans les entrées du modèle, on a, pour valider, on avait des positions des écrans, les quantités de chaleur injectées dans la serre, le changement de densité de culture, la hauteur de végétation, donc un certain nombre de données liées à la culture. On a fait appel à des données qui sont précalculées, donc qui ne sont pas calculées à chaque fois, donc comme la transmittance solaire, donc la transmittance de la toiture, des facteurs de vue à l'intérieur de la serre. Et on a un paramétrage qui est personnalisable, et donc ici qu'on a adapté à la serre étudiée, qui correspond donc avec des données géométriques, la nature du sol, des propriétés des équipements, etc. En termes de sortie de modèle, on est capable de connaître le climat dans les deux zones de la serre. Quand on parle des deux zones, ici, on est ce qu'on appelait le main air, donc là où est située la plante, et la zone au-dessus des rideaux, qui est la zone qui donne directement sur les ouvrants extérieurs. On a d'autres grandeurs d'observation, telles que l'AI, la production de fruits, le CO2 injecté, etc. Pour des besoins de modèles, on regarde les grandeurs de performance numérique. Et l'intérêt de la méthode et de l'outil, c'est qu'on a accès à toutes les variables nécessaires au calcul dans l'outil. Et donc, on peut remonter à des informations de quantité d'eau transpirée, condensée, évacuée par les ouvrants, température des éléments, débit d'air échangé, répartition des flux de chaleur. Donc, un certain nombre d'informations qui sont riches dans leurs analyses. Je vais développer, pas m'attarder, mais pour vous dire par exemple que ce module numéro 1, eh bien, c'est celui qui gère le rayonnement solaire, notamment la répartition par NIR au sein de la serre. La paroi sud, je l'ai évoqué, la conduction dans le sol. On a un modèle spécifique de croissance qui gère la transpiration, les échanges de chaleur et de CO2 avec l'ambiance, etc., etc. Donc, on a implémenté le modèle à partir des données et des enregistrements qui nous avaient été fournis, et puis on les a confrontés aux mesures expérimentales faites par le CTIFL. Donc ici, vous avez une représentation du climat intérieur, en partie supérieure, la température dans la main zone, dans la zone principale de la serre, et en partie inférieure, l'humidité relative au cours du temps. Donc ici, on va s'intéresser à 10 journées plutôt d'été. La simulation apparaît en noir et les mesures apparaissent en bleu. Donc vous voyez ici qu'on a quand même une très très bonne corrélation entre les grandeurs simulées et les valeurs expérimentales. Alors il arrive dans cette zone par exemple qu'on ait une zone hachurée. C'est lié au fait que au CTIFL, on a des mesures à différentes hauteurs à différentes hauteurs dans la serre. Et donc, ça représente ici le gradient observé par ces capteurs dans la serre.
Et on a des indicateurs de performance, de simulation qui sont, quand on compare l'expérimental au numérique, qui sont tout à fait honorables quand on les compare à la littérature, surtout si on s'intéresse à des périodes aussi longues, puisque les simulations, nous, ont été réalisées sur une période qui va du mois de décembre, pardon, à novembre. Autre information qu'on peut retirer de ce modèle et comparer à des données qui nous ont été fournies par le CTIFL, c'est l'indice de feuillage, donc le LAI en mètres carrés par mètre carré au cours du temps. La représentation modélisée en trait continu ici et les petits points qui apparaissent ici de manière discrète, eh bien, ce sont les valeurs de LAI qui ont été relevées par le CTIFL à différents moments de la saison. On a un point ici qui peut apparaître presque un petit peu aberrant par rapport aux autres, mais il est tout à fait dans une zone dite de croissance de feuillage. Et probablement que ce point correspond plutôt à une homogénéisation du feuillage plutôt qu'à un véritable effeuillage important. Chose importante aussi à noter, c'est que au-delà du mois d'août, on est parti, il n'y a pas eu de redatage, si vous voulez, du LAI fait par le CTIFL, donc on est parti sur une valeur qu'on s'est fixée, nous, arbitrairement, qui est de l'ordre de 4,5 mètres carrés par mètre carré. Autre donnée importante en sortie de modèle, c'est bien entendu la donnée agronomique, les données agronomiques. Donc ici, le rendement cumulé, donc en kilogrammes de tomates par mètre carré de serre au cours de la saison. Et donc, on voit qu'on a une très bonne corrélation entre la partie simulée en trait continu et les relevés faits par le CTIFL qui apparaissent sous la forme de points ici. Donc, on a le rendement, mais aussi on a la quantité de fruits associée et donc qui, elle, est parfaitement corrélée. Et donc, ces indicateurs ici, ils font apparaître un paramétrage lié à la croissance de plantes, mais aussi aux pratiques des serristes, notamment au nombre de fruits qu'ils conservent par bouquet. Autre sortie du modèle très intéressante et qu'on ne mesure pas forcément, mais qu'on va voir sont pertinentes dans un aspect prospectif, c'est le devenir de l'eau. Donc, par rapport à une saison complète, eh bien, on arrive à un écart estimé entre la consommation d'eau et la consommation d'eau issue de la simulation et issue de l'expérimental de 13 à 14%. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important comme remarque, à savoir que pendant toute une période, on n'a pas eu de redatage de l'indice de feuillage, donc le LAI, et on sait que justement en fin de saison, là où le feuillage est le plus dense, c'est là où il va y avoir beaucoup plus de transpiration de la plante, et donc le non-redatage est propice, si vous voulez, à une dérive de cet indicateur. Et c'est ce qu'on peut remarquer, puisque avant, sur toute la période horodatée, on se situait à une erreur de seulement 8 à 10%. Alors, chose importante, si on regarde les devenirs des flux d'eau, le flux d'eau transpiré qui est quelque part le flux d'eau issu de l'irrigation de la plante. Alors, chose importante, par exemple, si je m'intéresse au système des écrans, le modèle prévoit une condensation sur les écrans de l'ordre de 34 kg, ce qui est vraiment négligeable au regard des quantités d'eau transpirée, donc c'est tout à fait en accord avec ce qui peut être observé. De la même manière, les eaux condensées sur les murs et sur le pignon sud, par exemple, semblent corroborer correctement ce qui est observé par le CTIFL. Chose importante ici et qui nous a guidés aussi dans nos choix technologiques par la suite, c'est ce qui passe dans les ouvrants, donc lié au fait qu'on soit en surchauffe ou en surhumidité
à l'intérieur de la serre, ce qui veut dire que là, on ouvre les ouvrants et on a beaucoup d'eau qui est relarguée vers l'extérieur à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était par la suite aussi de imaginer un système qui soit durable et donc qui permette aussi de consommer moins d'eau et donc des conduites de serre qui ne préconisent pas, en tout cas, qui n'encouragent pas à l'ouverture de ces ouvrants. Ensuite, une fois qu'on a validé ces données sur le climat, enfin ces résultats de simulation sur les relevés expérimentaux faits par le CTIFL, on est venu rajouter une brique qui est en fait toute la partie commande des systèmes de chauffage, des actionneurs, des rideaux, etc. Donc pour ça, on s'est appuyé sur ce qui est indiqué sur les ordinateurs de contrôle climatique. Et à noter que cette partie régulation, elle est vraiment très importante, hein, puisque dans le passé, notamment dans le bâtiment, on sait qu'il y a eu des contre-performances liées à des technologies qui n'ont pas pu pénétrer le marché parce qu'ils étaient mal régulés. Et donc avoir une bonne régulation d'un système, c'est aussi en faire sa promotion. L'idée, c'était d'avoir un outil qui permette aux producteurs d'évaluer des conduites qui soient économes, et je vais vous présenter tout à l'heure des résultats. Et donc, pour avoir des conduites économes, c'est par exemple changer des points de consigne et avoir une bonne régulation. Donc, le contrôle de référence, il a été établi sur la base d'un cahier des charges, notamment sur des règles métiers, en échangeant principalement avec le CTIFL et les autres acteurs du projet. Ensuite, pour la mise en œuvre d'un point de vue modèle, on s'est appuyé sur de l'existant, sur des bibliothèques existantes pour mettre en place des régulateurs PID notamment. Donc, on s'est appuyé sur la librairie Buildings. On a voulu mettre en œuvre un système qui soit générique. Par exemple, on sait que dès lors que les prévisions météorologiques annoncent comme aujourd'hui, une température élevée, alors on n'attend pas que la température atteigne 28 degrés pour déplier l'écran d'ombrage, on le fait dès le matin. Donc c'est des logiques aussi qu'on a voulu intégrer, des logiques d'anticipation qu'on a intégrées dans notre contrôle. Donc, pour les principes de régulation, on a ici une représentation des contrôleurs qui peuvent être développés. On a un contrôleur d'écran thermique, un contrôleur d'écran d'ombrage, un contrôleur des réseaux de chauffage, des 3 réseaux de chauffage, un contrôleur de la température qui va, lui, agir sur les ouvrants au vent et contrôle au vent de manière différenciée, un contrôleur d'humidité intérieure qui lui aussi va permettre de piloter les ouvrants et un contrôleur de CO2 intérieur qui va venir piloter, lui, l'injection de CO2 liquide. Alors, toutes les journées ne se ressemblent pas, notamment en termes de durée de jour. C'est ce qu'on a voulu représenter ici. Vous avez le jour ici en jaune qui varie tout au long de la saison. Et donc, il a fallu implémenter cette logique, si vous voulez, un calculateur d'événements journaliers en préambule, donc en amont de tous les contrôleurs pour lui renvoyer ce genre d'informations pour pouvoir mettre ensuite en œuvre une loi de signal. Donc ici, vous avez des lois de consignes qui évoluent au cours de la journée. Donc, avec des consignes de nuit, une légère montée en température qui est anticipée par rapport au lever du jour, une première consigne, un pic, une redescente à la consigne de base, puis une redescente en température sur la consigne de nuit. Et donc, ces consignes sont adaptées de manière continue en fonction des journées qui nous intéressent. Donc, une fois qu'on a mis en place le modèle de serre, le modèle de régulation, on a pu étudier différents scénarios, des scénarios qui permettent de rendre compte de l'intérêt des écrans et des rideaux, un autre scénario qui permet de rendre compte de l'intérêt de booster le CO2 à 800 ppm au lieu de 500 dans le compartiment serre, des scénarios où on décalerait le début
de la saison, soit au 15 décembre, soit au 1er janvier, pour un arrêt à une même date. Et d'autres scénarios, les 6, 7, 8, ici, qui rendent compte d'une conduite économe avec des consignes qui sont modifiées. Par exemple, la 6, ça va être une consigne à 16 la nuit et un écart de 4 degrés entre le jour et la nuit. Et donc, le 7, c'est une température de chauffage max de moins 1 degré Celsius, etc., etc. Ici, vous avez les résultats. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour étudier chacun des cas, c'est plutôt voir la méthodologie, sachant que cette étude, elle est parfaitement disponible dans la thèse de doctorat, dans le manuscrit de thèse de doctorat qui est disponible de Monsieur Sourisseau. Donc, les indicateurs qui ont été étudiés ici sont les consommations de chauffage, l'apport net en eau, les injections en CO2 et des indicateurs de production. Le premier est l'indicateur de rendement agronomique. Et on a voulu aussi, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, ajouter un indicateur économique qui, lui, permet de rendre compte de l'intérêt à mettre sur le marché une production ou pas. Ouais, ça prend en compte, si vous voulez, le coût, le prix d'achat, si vous voulez, de la production en fonction du mois qui nous intéresse. Donc, sans rentrer dans les détails, on a des résultats qui sont tout à fait cohérents. Et donc, on a un outil qui est tout à fait propice à de l'aide à la décision pour la conduite de culture et tester différentes stratégies de conduite de culture. Donc, c'était déjà un premier résultat en soi. Le deuxième qui répond vraiment aux objectifs du projet Cerclus, c'est d'être dans de la prospection, intégration de nouvelles solutions. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire par la suite. Donc, je vous ai parlé du modèle physique de serre que je vous ai brièvement décrit tout à l'heure, des logiques de contrôle associées à tous les actionneurs que j'ai pu décrire. On a rajouté au modèle physique de la serre le modèle de ventilation locale développé par l'unité Opal, et dont Lionel vous a parlé tout à l'heure. Et on a intégré aussi, dans l'objectif de décarboner le secteur, eh bien, on est allé sur l'électrification et l'utilisation de conditionnement d'air, donc d'unités de traitement d'air ici. Et bien entendu, derrière, eh bien, il faut avoir des logiques, mais j'y reviendrai sur le contrôle de la ventilation. Ce sont des choses qu'on a par la suite étudiées. Ces modèles, ensuite, eh bien, ils font l'hypothèse que, en fait, on dispose de sources chaudes et froides à 50 degrés, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation, et une source froide à 6 degrés. Dans notre approche, nous, on ne considère pas que c'est un cas limitant. En fait, nos profils de consommation sont des données, je vous l'expliquais tout à l'heure, qui sont fournies à l'IRENA pour remonter à des informations de dimensionnement sur des capacités de stockage et des capacités de panneaux thermiques et photovoltaïques. Donc voilà comment se présente le modèle si on voit l'expérience d'un point de vue utilisateur. Ici, on a des blocs où on vient mettre les hypothèses génériques et liées à la pratique des cultures, les concentrations de CO2 qu'on souhaite avoir, etc., etc. Ici, on a les fichiers de météo. Encore une fois, on est sur l'année 2014-2015, mais on peut tout à fait faire de la projection climatique et on peut adapter l'implantation de la serre à tout lieu géographique qui serait nécessaire d'étudier. On a les sources froides que je viens d'évoquer à 50 degrés et 6 degrés. Et voilà. Pour ce qui est de l'unité de traitement d'air, elle est décrite ici d'un point de vue schématique. Je vais vous en parler à présent. Donc, comment fonctionne cette unité de traitement d'air telle qu'on peut la rencontrer dans le bâtiment, hein. On va avoir un système dit de reprise, une centrale d'air de reprise.
une centrale d'air de soufflage, et on va avoir à l'intersection un mélange, un registre de mélange qui va nous permettre de faire du recyclage. Et donc, une partie du débit repris va pouvoir être réintégrée, moyennant un conditionnement, mais réintégré vers l'extérieur, vers la serre, pardon. En revanche, si ce registre ici est fermé, eh bien, il va être acheminé vers l'extérieur, donc ce sera de l'air vicié, mais avant, on a la possibilité ou pas de récupérer de la chaleur au niveau d'un échangeur ici. Donc, c'est ce que je viens d'évoquer. Sur la question de reprise, eh bien, on a considéré des ventilateurs, des filtres, des registres, des pièges à son, etc., etc. Et on est vraiment dans un objectif d'être réaliste. Et donc, on a appuyé tout notre dimensionnement sur des données issues de data constructeurs. Pour ce qui est des systèmes de prise d'air, eh bien, là aussi, on a des systèmes de louvre, de filtres, de registres. Et bien entendu, ça crée de la résistance au passage de l'air, donc des pertes de charge, et c'est des éléments qui ont été pris en compte dans notre approche. Ici, on a un échangeur à plaques. Je voyais que c'était évoqué tout à l'heure dans le chat, dans les échanges. Ici, on a un échangeur à plaques qui permet de la récupération de chaleur sur l'air vicié, avec possibilité de récupérer la chaleur liée à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air vicié, sans pour autant que cette humidité soit transmise au débit d'air neuf qui va lui être pris à l'extérieur pour être acheminé dans la serre. Donc on a vraiment deux milieux qui sont séparés, mais on récupère la chaleur de condensation. C'est tout à fait possible. Enfin, c'est pris en compte, si vous voulez. On a le registre qui sert à faire du recyclage, je l'évoquais, et on a également des batteries ici qui fonctionnent en deux étages, si vous voulez, qui fonctionnent soit en chaud, soit en froid, et qui sont connectés au module hydraulique que j'ai évoqué tout à l'heure. En termes de résultats, eh bien, on est quand même dans un changement de paradigme. Donc, il a fallu définir des nouvelles lois de fonctionnement, de lois de contrôle, puisque maintenant, on a un système actif de refroidissement et de déshumidification. Donc, on est parti sur la même loi de chauffage que celle qui était en vigueur dans le système de base. Et pour ce qui est du système de refroidissement, eh bien, on a décalé notre loi de chauffage de 2 degrés. Donc, par exemple, si la température avec une consigne de chauffage de 20 degrés, eh bien, elle atteignait 22 degrés, on viendrait déclencher le système de refroidissement. Le refroidissement actif, qui est réalisé soit par de la ventilation ou bien par des batteries froides. Donc, c'est une première chose. Et ensuite, on a une autre stratégie, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'a plus la capacité de correctement refroidir ou déshumidifier par ces batteries, et de refroidir, pardon, eh bien, on va venir utiliser les ouvrants, comme c'était le cas ici, comme décharge, comme soupape, pour éviter une trop forte humidité dans la serre. Donc, pour la stratégie d'humidité, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Donc, on avait le fameux registre de recirculation qui est réglé, lui, à une consigne de 79,5% d'humidité. L'échangeur, lui, il est réglé à 82% et les ouvrants à 87%. Donc, si on compare les résultats qu'on avait obtenus sur le... Ah oui, chose importante, c'est que dans notre système, pour respecter, je vous en parlais tout à l'heure, on a pris en compte le système de ventilation locale autour de la plante, conditionnement autour de la plante, qui fixait une certaine vitesse. Donc, ramené à toutes les plantes présentes dans le compartiment serre, eh bien, pour une serre de 1000 m², on remonte à un besoin de 100 000 m³ par heure. Donc ça, c'est vraiment pour respecter, si vous voulez, la vitesse préconisée dans l'étude
sur le froid, la ventilation localisée. Et bien sûr, sur le recyclage local, on est parti sur les résultats de l'équipe Opal qui ont été présentés tout à l'heure, à savoir un taux de recyclage local de 25% qui est commun soit en été, soit en hiver. Donc maintenant, on va passer aux comparaisons, donc voir un petit peu quel est l'intérêt de mettre une centrale de traitement d'air et un système de recyclage, enfin de conditionnement d'air autour de la plante. C'est ce qu'on observe ici avec le cas de base en gris et le nouveau concept ici en jaune. On regarde que les besoins en chauffage sont réduits. En revanche, ce qui est important on pourrait se dire, ben tiens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant lié au concept, mais pas tant que ça, finalement, c'est lié au fait que les ventilateurs de soufflage, vu qu'ils sont dans le flux d'air, ils libèrent de la chaleur, qui est équivalente à la consommation électrique, sachant qu'ils font on a deux ventilateurs et qui font 75 kWh chacun, ça fait beaucoup de puissance qui sert à chauffer l'air. Et donc le gain, en fait, ici sur le chauffage, qui serait de l'eau prélevée à un volume de stockage à 50 degrés, eh bien finalement, c'est en quelque sorte un leurre, puisque c'est l'effet thermique, il est compris en partie dans l'électricité ici de ventilation. Ce qu'on observe, par contre, c'est on a ici un besoin en électricité qui est très important. Hein. Ici, on est à 500 MWh pour une surface de 1000 m², je le disais tout à l'heure. Donc, des besoins en soufflage qui sont vraiment importants, en ventilation qui sont vraiment importants. Donc, on a de nouveaux besoins qui sont des besoins en froid. Et on a des besoins en CO2 qui sont légèrement supérieurs eux aussi. Alors, concernant les rendements agronomiques, eux restent inchangés. C'est tout à fait normal puisqu'on maintient la plante dans des conditions optimales de production à chaque fois. C'est ce qu'on observe ici. On a des consommations électriques qui sont très importantes. Peut-être faudrait-il les pondérer puisque vous voyez ici sur ce graphique, on a la température proche de la plante simulée avec la consigne. Donc on voit qu'on a mis en place une logique, une commande qui est très efficace puisqu'il permet toujours d'avoir la température proche de la plante à la consigne de température réglée dans l'ordinateur climatique. Alors que si on observe des valeurs mesurées sur la serre témoin du CTIFL, on peut observer qu'il y a une dérive tolérée de la température dans le temps. Ce que fait apparaître la simulation ici, c'est d'autres choses. C'est des stratégies ici liées à la conduite. Ici, dans ce graphique, on a un exemple de journée où on a une régulation qui se fait à la fois sur la consigne de chauffage et de refroidissement. On peut tantôt avoir besoin de chaud, tantôt avoir besoin de froid. C'est ce qu'on observe ici avec la consigne de chauffage en rouge et la température proche de plante simulée en bleu. On voit qu'elle est décorrélée de celle du système de consigne chauffage et elle vient se plaquer en quelque sorte à un moment à la consigne de chauffage, de refroidissement, pardon. Ça fait apparaître aussi des fortes variations de température. Celle-ci s'explique principalement par des phénomènes numériques liés à la simulation, mais aussi par des ouvertures très brusques des actionneurs, par exemple. Donc le contrôle est complexe. Il n'y a pas de règle simple. On observe des oscillations, c'est ce que je vous disais, qui engendrent des effets numériques. Et donc ici, on a des résultats, mais on sait dès à présent qu'on n'est pas sur une approche de contrôle qui est optimale. Et donc il y a un fort potentiel à travailler sur ce volet-là. Alors, on vient de voir ici que dès lors qu'on voulait avoir un froid local, un conditionnement d'air local proche de la plante,
eh bien, on avait beaucoup de consommation liée à la ventilation. La ventilation, la consommation d'électricité liée à la ventilation, elle a deux origines, les pertes de charge dans les différents organes et la contrainte du débit qui était de 100 000 m3 par heure ici pour respecter des vitesses dans le système de ventilation proche plante. Donc, quels sont les leviers qu'on a à notre disposition? La contrainte de perte de charge, elle a déjà été quelque part considérée dans notre système puisqu'on a considéré des filtres communs qui sont utilisés de type G4 pour ceux que ça parle. Par contre, s'il était avéré qu'il existait pour ce type de filtre un risque biologique, alors il faudrait mettre en place d'autres systèmes de filtration. On a fait des simulations et on s'est rendu compte que ce type de filtre engendrerait une surconsommation électrique de l'ordre de 15%. Pour ce qui est de la contrainte de débit, eh bien, dans un esprit de prospection, on s'est dit, bon ben voilà, comment améliorer le système de recyclage local autour de la plante, faire une étude de sensibilité par rapport à ce paramètre, voir l'intérêt de la solution. Et on a fait des simulations ici sans considérer le recyclage local autour de la plante et donc traiter le volume dans un ensemble seul. Donc vous avez ici les résultats où on a comme le système de référence, donc avec un taux de recyclage autour de la plante de 25% tel que présenté tout à l'heure ici, et des scénarios où on se dirait il y a du potentiel encore à améliorer cette technologie, on va le monter à 50%, 75%, 90%. Ça montre aussi, faut-il, une réponse à ça, c'est faut-il vraiment travailler sur cette technologie ou pas? Donc on regarde les indicateurs qui sont toujours les mêmes, les besoins thermiques, à savoir en chaud ou en froid, en électricité liée à la ventilation et en injection de CO2. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que effectivement, le fait de, comme attendu, le fait d'avoir un meilleur taux de recyclage autour de la plante permet de réduire les besoins en chaud et en froid. En revanche, ça ne permet pas de diminuer de manière significative les besoins en électricité puisqu'on est toujours avec un débit nominal de 100 000 m3 par heure. Et ça vient légèrement augmenter ici les besoins en CO2. Les graphes qu'il y a en bas permettent de montrer quand même l'efficacité qu'on peut avoir à vouloir générer deux ambiances avec le système de recirculation en prenant un cas à 25%, un autre à 50%, à 75% et à 90%. En bleu, vous avez la température proche plante et en rouge, vous avez le volume juste sous les écrans. Et donc, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on augmente le taux de recyclage local autour de la plante, on est capable de générer, finalement, de séparer l'ambiance proche plante du reste du volume. En conclusion, ce qui est bloquant ici, c'est de travailler avec une contrainte de débit de 100 000 m3 par heure qui est vraiment beaucoup trop forte et qu'il est important de pouvoir diminuer. Il a été évoqué tout à l'heure de voir une utilisation intermittente du système de ventilation qui nous paraît une bonne solution à investiguer, mais qui n'a pas forcément été étudiée ici. On a étudié une variante qui consiste à relever le seuil d'humidité dans l'enceinte. L'idée ici, c'est se dire on a un système de conditionnement d'air qui est dynamique et donc beaucoup plus de réactivité et donc on peut peut-être se laisser une tolérance en termes d'humidité dans la plante. Donc ce qu'on a fait, c'est que le système de référence que j'ai évoqué tout à l'heure avec les consignes à 75,9%, 82%, 87%, donc qui sont des logiques qui viennent mettre en œuvre le registre de recirculation, l'échangeur de déshumidification et les ouvrants en dernier recours. En fait, dans une stratégie économe, ici, on a remonté les consignes de 5% à chaque fois. Donc ici, on est à 84,5, 87 et 92. Les résultats montrent que le fait
de remonter les consignes permet bien entendu de faire des économies sur le chaud, le froid, pas beaucoup en électricité puisqu'on est toujours sur la consommation est pilotée finalement par le débit d'air. Et pourquoi est-ce qu'on a des consommations moindres en chaud et en froid? C'est parce qu'on va être en capacité, si on tolère plus d'humidité dans la serre, de recycler de l'air davantage et pas avoir recours à de l'air frais externe qu'il faut complètement conditionner en température et qui est très coûteux. Donc on voit aussi l'impact que ça peut avoir sur les consommations d'eau au niveau d'une telle conduite de serre. Donc le fait d'augmenter le seuil au niveau de la serre permet de diminuer les consommations d'eau et les consommations aussi de CO2 parce que là aussi on a un meilleur recyclage de l'air et donc on fait l'air qu'on a injecté, il est réutilisé si vous voulez en continu en boucle. Ces conduites, par contre, n'ont pas d'incidence sur les critères agronomiques, parce qu'on est toujours, encore une fois, sur des zones où la plante va pouvoir donner des zones de température et d'humidité où la plante va pouvoir donner tout son potentiel. En conclusion, c'est une bonne possibilité, à condition qu'on s'accorde sur le fait que ce soit des seuils qui soient tolérables. Alors, on a regardé les DPV pour ces niveaux de température, d'humidité, pardon. Ils ne sont pas affectés de manière significative par ce changement de consigne. Chose aussi que je n'ai pas évoquée, toutes les régulations sont faites sur de l'humidité relative, toutes celles que je vous présente, mais on pourrait très bien les relancer sur une DPV. J'en ai presque fini. Des variantes, puisque un débit d'air de 100 000 m3 par heure en continu engendre des consommations électriques qui sont rédhibitoires, eh bien alors réfléchissons à des variantes qui permettent de réduire ce débit et donc faire appel à une notion de débit variable. L'idée, c'est de conditionner l'air de manière globale. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur une approche où on considère le conditionnement le recyclage autour de la plante. Donc, avec du débit variable, ce qu'on espère, c'est avoir des pertes de charge qui soient réduites du fait des vitesses moins importantes et un débit moyen qui soit lui aussi réduit, donc des consommations énergétiques plus faibles. On a étudié deux variantes qui se distinguent par la manière dont on va gérer la gestion des registres de recirculation et des échangeurs RO. Donc, c'est vraiment des logiques de contrôle légèrement différentes. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que le fait de réduire le débit d'air, eh bien, si on regarde l'indicateur électrique, va effectivement réduire significativement la consommation électrique. C'était l'effet vraiment recherché. En revanche, au niveau du chauffage, on voit des besoins qui sont augmentés à la fois sur le chaud et sur le froid. Alors le chaud s'explique facilement puisque tout à l'heure je vous expliquais que les ventilateurs étant placés dans le flux d'air, si on a une puissance de ventilation qui est plus faible, on aura moins de chaleur dissipée par les ventilateurs qui servira au chauffage de l'enceinte. Donc, et c'est ce qu'on observe ici. Vous voyez que si on cumule le besoin de chauffage en prenant en considération le chauffage prélevé dans le volume à 50 degrés et le chauffage issu des perditions thermiques des ventilateurs, on voit qu'on a une légère diminution, mais pas très significative. Donc, ces dernières voilà, on est sur des variantes, qui conduisent à une petite diminution du rendement agronomique, mais qui est peu significative, de l'ordre de 1,2% seulement. Et pour ce qui est du CO2, on est à des consommations qui sont équivalentes. Donc, on s'est fixé ensuite des cas où on viendrait fixer le maximum, parce que la contrainte, c'est toujours le débit
le débit d'air, qui était de 100 000 mètres cubes par heure, eh bien, on a voulu faire des études de cas où le maximum serait abaissé soit à 90 000, soit à 80 000, soit à 70 000. Et c'est ce qui est fait ici. Alors, on est toujours sur une logique de débit variable, mais avec un maximum de débit. Donc, on fait apparaître ici, encore une fois, que le fait de diminuer le débit fait augmenter les besoins en chauffage et en refroidissement. En revanche, on fait bien réduire les besoins en électricité. Et donc, si on regarde le chauffage issu du volume de stockage et des ventilateurs, on voit que ceux-ci ne sont pas significativement réduits par le système proposé. En revanche, on voit une diminution ici du CO2, ce qui signifie que dans la stratégie, probablement, on a un meilleur recyclage du débit d'air. Donc voilà, c'est ma dernière diapositive. On est en termes de perspective. Quel est le bilan? Le bilan, c'est qu'on a développé un outil qui sera mis à la disposition de la communauté, encore une fois, et qui permet de rendre compte de toutes les physiques, tous les climats possibles, toutes les lois de contrôle qu'on souhaite mettre en œuvre. On est capable de l'améliorer, notamment au travers de la transmittance dans l'enveloppe. Par exemple, on ne prend pas l'impact de la condensation sur la transmittance solaire. C'est quelque chose qui pourrait être travaillé. On le voit dans la littérature, mais c'est pas quelque chose sur lequel on s'est focalisé ici. Donc voilà, un bel outil qui a été développé et qui laisse de belles perspectives, je le pense.